Bienvenue dans ce nouveau format et ce nouveau décor de Noël. Asseyez-vous et nous allons analyser ensemble comment cette monnaie virtuelle a passé les stades de la fameuse citation qu'on prête à Schopenhauer. Toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite violemment combattue, afin d'être acceptée comme une évidence. C'est toujours plus facile de dézoomer un marché après coup et de se dire qu'ils étaient visionnaires. Car au moment où le point commençait à se dessiner sur le graphique, les visionnaires de Bitcoin n'avaient aucune idée de ce qui allait précisément se passer. Alors oui, certains avaient des convictions, c'est certain. Cet actif pourrait, d'après eux, devenir un moyen d'échange décentralisé et réussir là où les monnaies fiduciaires échouent, ne pas subir d'inflation et les politiques monétaires dévastatrices des États. Car, petit rappel de circonstance, Bitcoin est né en plein cœur de la crise des subprimes. En 2008, les banques américaines ont accordé des prêts immobiliers risqués, souvent à des ménages qui ne pouvaient pas rembourser. Printemps 2007, les premiers panneaux à vendre apparaissent aux États-Unis. Personne ne soupçonne alors l'ampleur de la crise à venir. Elle va faire des millions de sans-abri. Ils ont souscrit des prêts immobiliers, mais à taux variable, les fameux subprimes. Face à la hausse brutale des taux d'intérêt, ils ne peuvent plus rembourser et se retrouvent à la rue. L'immobilier craque, les banques qui ont investi dans l'immobilier font faillite à leur tour. Et c'est dans ce contexte que naît Bitcoin. Bitcoin est décentralisé, il n'appartient donc à personne. On ne peut pas le créer à partir de rien, il nécessite une dépense d'énergie pour être miné et il n'y en aura jamais plus de 21 millions d'unités. Un remède efficace contre les excès d'impression monétaire des États ces dernières années. Lorsque l'inconnu Satoshi Nakamoto publie son white paper en 2008, grosso modo, les règles du jeu inviolables de Bitcoin sur un forum, peu de gens le consultent. Ceux qui téléchargent le programme informatique nécessaire à faire fonctionner le protocole Bitcoin se comptent sur les doigts d'une main au lancement. Pour mesurer l'utilité de sa création, son fondateur, Satoshi Nakamoto, c'est un pseudo, encore une fois, on ne sait pas vraiment qui est derrière ce pseudo encore aujourd'hui, il laisse tourner son ordinateur pour assurer le maintien du réseau. Car en laissant tourner leur ordinateur, les premiers utilisateurs assurent le fonctionnement du réseau décentralisé et reçoivent en échange les tout premiers bitcoins créés par le protocole. Satoshi Nakamoto en a ainsi accumulé plus d'1 million dans les débuts de Bitcoin sans pour autant les vendre. Aujourd'hui, son adresse n'est plus active et renferme toujours plus d'1 million de bitcoins, élevant son créateur à une fortune personnelle de 80 milliards de dollars. Cette non-activité depuis plus d'une décennie, car l'adresse qui détient les bitcoins de son fondateur est connue et donc scrutée, on peut donc s'assurer que pas un seul bitcoin n'a bougé, ce qui fait dire à certains que son fondateur est décédé. En février 2011, Bitcoin vaut 1 $. Nouvelle étape clé. En 2013, nouvel usage pour Bitcoin. En raison d'un sévère contrôle des échanges et la menace d'une taxation des dépôts dans le but de sauver les banques chypriotes, certains habitants convertissent leur euro en Bitcoin pour préserver leur épargne et envoyer des quantités d'argent sans plafond. Une monnaie virtuelle et décentralisée est à cet instant plus sûre qu'une monnaie d'État pour ses habitants. Cette même année, en 2013, Bitcoin atteint les 1 000 $ et le nombre d'usagers est en constante augmentation. Mais ces dernières restent très largement à la marge. Mais vous, derrière votre écran, vous n'avez sans doute entendu parler de Bitcoin qu'en fin d'année 2017, quand ce dernier a franchi la barre des 20 000 $ par Bitcoin. Cette année-là, le monde entier découvre Bitcoin à travers les médias. C'est le Bitcoin, c'est incroyable. On est quasiment à 10 000 $ aujourd'hui sur le Bitcoin. On est à 9 600 $. Déjà, il y a 3-4 semaines, quand on avait franchi les 5 000, on hallucinait, on a doublé depuis. 5 000, c'était à la rentrée, c'était en septembre. On est à 10 000 quasiment. Et depuis le début de l'année, on a fait fois 10. Les prix s'envolent, le monde entier cherche à obtenir une fraction de ce précieux actif. Mais quelques mois plus tard, il s'effondre de plusieurs milliers de dollars, passant de 17 000, son record à ce moment-là, à autour de 3 000 $ entre 2017 et 2021, jetant donc un froid sur l'écosystème pendant 3 ans. Et c'est durant ce laps de temps que les banques, institutions et entreprises vont tout faire pour se repositionner, rattraper leur retard, en espérant que Bitcoin reparte à la hausse quelques années plus tard. Et c'est ce qui arrivera en 2021, lorsque Bitcoin s'échange à un nouvel ATH en novembre 2021 à 69 000 $, son record absolu à cette date-là. Les entreprises luttent donc pour rattraper leur retard et le nombre de détenteurs d'actifs numériques en France explose. Nous sommes près de 10% à en détenir sur le territoire français, d'après le sondage Adan KPMG Ipsos. On est donc très loin des tout premiers détenteurs de Bitcoin en 2009. Comment pourrait-on parler des institutionnels et des entreprises sans parler de celles qui raflent la mise actuellement sur le marché?
MicroStrategy. Son pari est fou, transformer le moindre dollar de sa trésorerie en Bitcoin, quel que soit le prix du Bitcoin. Il a d'ailleurs tout récemment acheté, fin novembre, pour plus de 4 milliards de dollars supplémentaires de Bitcoin à 97 000 dollars pièce par Bitcoin. En parallèle de ça, il lève même de l'argent pour acheter toujours plus de Bitcoin. Il en possède aujourd'hui presque 390 000 à lui tout seul, pour une valeur totale de près de 35 milliards de dollars. Son pari, c'est donc clairement que Bitcoin devienne l'actif de référence lors de demain, voire même de remplacer le dollar. C'est un peu the big long. Et ça paye sur les marchés financiers, car l'action MicroStrategy, l'entreprise à la base, elle développe des logiciels informatiques, donc rien à voir, est à son plus haut historique, car elle est cotée au Nasdaq. Elle a même dépassé le prix qu'elle avait à la bulle d'Internet au début des années 2000. Elle a donc mis 25 ans à rattraper son plus haut historique, et elle le fait grâce à Bitcoin. Ce changement de typologie des détenteurs de Bitcoin s'est renforcé en 2022 et clairement accéléré en 2023 avec l'arrivée des produits comme les ETF de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. On le voit sur ce graphique, avec en bleu les entreprises privées qui se ruent sur Bitcoin à partir de 2021 avec une accélération l'année suivante. Et en termes de détention, hors détention détenue par des individus et tout ça là, qui sont donc pour la majorité des détenteurs de Bitcoin, on a d'abord les ETF et les fonds, type ETF Spot Bitcoin de BlackRock, qui en détient au global, qui en détiennent ces produits 1,2 million, soit plus de 5% des Bitcoins actuellement en circulation. Pour rappel, il y a actuellement 19,8 millions de Bitcoin en circulation sur les 21 millions totaux et on devrait miner le dernier Bitcoin en 2140. Et on estime en plus qu'il y a entre 1 et 3 millions de Bitcoin qui sont perdus parce que des personnes ont perdu leurs clés privées ou autres problèmes qui font qu'on ne les retrouvera pas. Après ces ETF et fonds, on a les États qui en détiennent pour l'ensemble 500 000 et qui sont en majorité issus de Bitcoin saisis lors d'affaires judiciaires. D'ailleurs, l'Allemagne a très récemment fait grand bruit en vendant 50 000 bitcoins cet été. Ils auraient pu attendre un petit peu, ils auraient vendu sur l'ATH. Puis, c'est les entreprises privées, MicroStrategy en tête donc, qui sont arrivées dans la course. Je crois que la 5e plus grosse société qui détient des bitcoins, c'est une autre entreprise que vous connaissez bien, puisque c'est Tesla. Dans le monde des entreprises et de la gestion privée, l'arrivée de BlackRock a clairement accéléré les choses et changé le regard sur cet actif. C'est à ce moment-là que le switch s'est opéré. Car si d'autres avaient déjà pris ce pari, il était marginalisé par beaucoup. Et avec l'arrivée du géant de la finance mondiale dans les rangs, plus difficile de ne pas regarder les sujets en face. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. C'est cette déclaration du candidat, futur 46e président des États-Unis quelques semaines après, qui a clairement changé la donne. Si El Salvador avait déjà fait ce choix audacieux de faire de Bitcoin sa monnaie officielle en 2021, accumulant d'ailleurs plus de 500 millions d'euros en Bitcoin, en progression de plus de 100% depuis le lancement de l'opération, donc en septembre 2021, c'était encore là aussi marginalisé. Mais là, les États-Unis enfoncent grandement le clou. BlackRock d'abord, les États-Unis ensuite, le Salvador entre les deux, impossible de passer à côté. Si Trump met en place ses promesses, il pourrait constituer une réserve stratégique en Bitcoin de 100 000 Bitcoins par an. C'est énorme, c'est 3% de l'offre disponible. Et ça rabat les cartes de la géopolitique mondiale, car tous les pays devront se positionner. Devront-ils eux aussi en acheter ou continuer de ne pas regarder Bitcoin, au risque de voir leur positionnement chuter si Bitcoin s'impose au même rang que l'or, présente elle dans bon nombre de leurs réserves. Pour l'anecdote d'ailleurs, les sous-sols de la Banque de France à Paris cachent les réserves d'or stratégiques du pays dans des coffres-forts sécurisés. Une bataille sur fond de réserves stratégiques pourrait alors éclater, où les États dépenseraient des sommes astronomiques pour acheter des bitcoins toujours plus chers afin de rester dans la course. Et ceux qui en ont déjà aujourd'hui pourraient, eux, remonter dans cette même course. Trump veut aussi changer le président de l'organe de contrôle et de régulation du pays, la SEC, la SEC, actuellement très anti-crypto, plus baisser la fiscalité aux États-Unis pour attirer les investisseurs et les entreprises. Un changement immense.
alors que les entreprises étaient plutôt méfiantes aux États-Unis à cause du flou juridique et des positions anti-crypto de la SEC. Avant ce rôle stratégique, le Bitcoin avait aussi été un moyen de préserver son pouvoir d'achat dans des pays où l'économie était très mauvaise, ou encore dans d'autres circonstances, comme un outil utilisé pour détourner et contourner les sanctions internationales de certains pays à l'égard d'autres et s'affranchir du système financier mondial dominé par le dollar. C'était le cas très récemment en Russie. Mais cela n'a pas toujours été aussi simple. Attachés au pouvoir régalien lié au pouvoir de battre monnaie, les pays ont plutôt appliqué des régulations restrictives sur Bitcoin et l'industrie, allant de régulations parfois très strictes ou restrictives à des interdictions totales et temporaires, comme en Chine il y a quelques années. Cette décision de la Banque populaire de Chine qui interdit les crypto-monnaies. Maintenant, les crypto-actifs sont interdits sur le territoire. Il y avait déjà des notes, des avis qui avaient été rendus. Mais cette fois-ci, il y a un organe de contrôle complet qui va être mis en place et qui va surveiller en fait les citoyens et les entreprises pour leur éviter d'être liés à des activités liées aux crypto-actifs. Bref, la véritable histoire du Bitcoin, c'est celle d'une révolution silencieuse qui s'est construite dans l'ombre des dérives des systèmes monétaires traditionnels. De l'indifférence totale à la reconnaissance internationale, Bitcoin a surmonté toutes les épreuves. Moqué, rejeté, et puis accepté pour enfin entrer dans les coulisses des plus grandes institutions financières et les États du monde entier. Aujourd'hui, Bitcoin n'est plus un simple objet de spéculation. C'est devenu un actif stratégique, un or numérique, un refuge contre l'inflation et les dérives de la politique monétaire des pays. Si le Salvador était pionnier, d'autres pays sont maintenant entrés dans cette voie, conscientes que Bitcoin pourrait bien jouer un rôle clé dans l'économie mondiale du XXIe siècle. Mais derrière ce mouvement, il y a une question fondamentale. Qui contrôlera l'argent de demain? Est-ce les banques centrales et les gouvernements, ou bien des réseaux décentralisés et ouverts comme Bitcoin? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir l'ensemble de l'équilibre actuel géopolitique des puissances économiques mondiales aujourd'hui établies. Et le plus incroyable, c'est que nous sommes peut-être à un tournant historique où cette crypto-monnaie née dans l'ombre pourrait devenir un pilier central de l'économie mondiale, là, en ce moment, juste sous nos yeux. Tout comme l'or a façonné l'histoire des nations, Bitcoin pourrait être l'or du futur. Et dans 16 ans, qui sait peut-être où nous en serons. Une chose est sûre, ce n'est plus un fantasme, mais une réalité incontournable que beaucoup d'entre nous sous-estimons encore. J'espère que ce format vous aura plu. On aura l'occasion ensemble, dans ce genre de format, de creuser certains aspects très spéciaux, très particuliers de l'écosystème des cryptos. En l'occurrence là, comment en 16 ans, Bitcoin est passé de paria à tout le monde en veut dans le monde. Et c'est peut-être que le début. Je ferai également une vidéo pour vous raconter comment l'or à l'époque a su s'imposer justement dans les réserves stratégiques des États et voir si on s'approche de ces mêmes signaux aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner et à nous proposer en commentaire des sujets que vous aimeriez voir traités dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite.